crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer cette finale du Masters de Turin, le tournoi des maîtres, la finale qui opposait Novak Djokovic à Casper Ruud. Et bien venez clore cette saison ATP 2022, une grande saison de tennis avec des rebondissements dans tous les sens. Le match a des lieux ce soir donc entre le Norvégien et le Serbe pour couronner le maître des élèves, on va dire un petit peu ça comme ça. Et ben le maître pour la 6e fois de l'histoire, c'est Novak Djokovic. Le Serbe n'a laissé aucune chance à Casper Ruud qui perd une nouvelle finale majeure cette saison, une nouvelle grande finale. Décidément pour lui, tous les baptêmes n'auront pas été bons. Lui qui avait déjà perdu la finale de Roland-Garros, la finale de l'US Open, eh bien il va ajouter une nouvelle défaite avec la finale du Masters. Bon, ça n'en reste pas moins une saison exceptionnelle, mais c'est vrai que il n'y avait pas vraiment la place pour Casper Ruud pour passer aujourd'hui, tant Novak Djokovic semblait solide. Pourtant, Novak, je ne l'ai pas trouvé méga serein. Il l'emporte 7-5, 6-3. Alors, il faut toujours nuancer, parce qu'on parle quand même du plus haut niveau et de Novak Djokovic, un des 3 plus grands joueurs de tous les temps. Donc, quand on dit qu'il joue pas bien, il joue mieux que 99,999% des joueurs. Bien sûr. Mais, on parle quand même du très haut niveau, donc les réglages sont fins et il est important de trouver la nuance. Novak Djokovic avait présenté quelques signes pas de faiblesse physique, mais on le trouvait un petit peu parfois emprunté, souffrant physiquement, cherchant du souffle, pas très alerte, disons même sur le terrain. Le début du match est quelque peu étrange face à Casper Ruud, parce que il est hyper présent au service, il sert extrêmement bien, il trouve des zones incroyables, le Norvégien a beaucoup de mal à renvoyer, et pourtant dans les échanges, je le trouve parfois physiquement presque à la peine, on le voit se tenir les genoux, se courber sur lui-même, il a un comportement très étrange, alors que dans les points, on le voit courir comme une gazelle, dans tous les sens. Donc c'est vrai que c'était un petit peu perturbant de voir ça, de se dire mais attends, mais il y a un truc ou il a pas un truc. Et après c'est vrai qu'il faut se remettre dans le mindset de c'est Novak Djokovic, ça fait 15 ans qu'il fait ça, qu'on le voit avoir ce type de comportement sur le court, et en général ces matchs-là, 95% du temps, il les gagne. Donc c'est vrai qu'il faut pas se faire avoir par le body language de Novak Djokovic, on le sait, c'est pas pour rien qu'il est surnommé le Joker, entre guillemets le truqueur. C'est pas un truqueur Novak Djokovic, mais c'est clair que il a tendance un petit peu parfois à surjouer son état physique pour lui, essayer de se remettre dans un mindset différent. C'est plus pour lui que pour l'autre, mais c'est vrai que pour l'adversaire en face, c'est toujours déstabilisant. Et c'est vrai que Ruud était pas... Il a eu du mal en entrée de match, il n'était pas vraiment dans le rythme, est-ce qu'il était pris par l'enjeu ou quoi, je ne sais pas. Et c'est vrai qu'à partir du moment où Novak Djokovic a commencé à être un petit peu plus présent, à avoir un body language de Novak Djokovic, classique, déterminé sur le court, précis sur ses frappes, sur ses zones. Franchement, il a été incroyable, le jeu de break dans le 12e jeu du premier set, là où il break à 7-5 sur le service de Casper Ruud, c'est un clinique, quoi. C'est-à-dire qu'il sent l'odeur du sang, on sent que Casper Ruud se tend un tout petit peu. Il y a ce challenge évidemment sur cette première balle de Ruud. Ruud pensait passer à 40-30, il doit servir une deuxième balle, il perd le point et il perd. Ensuite, le point suivant, il donne le set à Novak. Et ensuite, c'est un cavalier seul de Djokovic qui est complètement relâché. Et alors là, c'est du Djoko, c'est sublime à regarder. C'est du clinique de tennis. À partir du moment où Djokovic est libéré dans le deuxième set, c'est les jeux là de 0-0 à 4-1, c'est exceptionnel, de pureté de frappe, de prise de risque, de contrôle. Ruud n'existe plus, et c'est vrai que les lacunes de Casper Ruud qu'on a pu voir dans les grands matchs ou à certains moments sont ressorties, sa relative parfois faiblesse, sa faiblesse clairement en revers, qui est un axe de progression majeur pour lui. C'est vrai que dans l'échange, en revers, il est souvent pris, il est souvent obligé de slicer, il essaye de casser le rythme, mais c'est vrai qu'on le voit faire parfois des gros écarts en revers, des milieux du filet, des trucs vraiment pas beaux, quoi, ou des grosses fautes. Je trouve que aussi parfois en seconde balle, Casper Ruud il a pas assez agressé Novak Djokovic. C'est vrai que notamment, et c'est flagrant dans le jeu
Dans le jeu pour conclure, Djokovic, à un moment, il y a 2 points de suite où il sert une deuxième balle à 130 km/h et Casper Ruud renvoie une balle et pourtant il veut essayer de faire le jeu avec son coup droit, mais il renvoie une balle milieu du court, plutôt neutre. Il y a un point où il doit essayer de prendre l'avantage pour mettre un Novak Djokovic que je trouvais tendu. On le voit, il fait des grosses fautes dans le jeu et voilà, il lui manque encore, je trouve, ce petit truc là pour essayer d'aller faire mal. Et c'est vrai que Ruud, c'est un joueur qui est excessivement fort, extrêmement solide, mais parfois on a l'impression qu'il n'a pas envie de faire assez mal, quoi, de tuer l'adversaire en face, quoi. Il n'a pas cette arme où tu vas te dire putain, il va déboîter le mec. Alors son coup droit peut être impressionnant sur terre battue, clairement, sur dur ça fonctionne très bien, mais il lui manque cette arme-là où on a même l'impression que en fait Novak Djokovic n'est pas dérangé de jouer un Casper Ruud. Et c'est vrai que quand on voyait Novak faire ses accélérations de revers long de ligne là, face à Casper, c'était impressionnant. Comment il l'enfermait, en plus il avait une facilité à l'enfermer dans la diagonale revers qui était incroyable. C'était des séquences de jeu qu'on n'avait pas vues hier face à Fritz qui tenait beaucoup mieux avec son revers. Et j'ai envie de dire que même un mec comme Taylor Fritz est plus embêtant à jouer pour Novak Djokovic parce qu'avec sa puissance au service, cette qualité de première balle où il sert à 2,15 avec des zones incroyables, il peut mettre en difficulté Djokovic. Là, Ruud, aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'avait pas les armes. Et Novak Djokovic a été absolument exceptionnel tout au long du match. De contrôle, quand ça a été un petit peu compliqué pour lui au début de match. Quand il a fallu dérouler et montrer qui était le patron, il a éclaté Casper Ruud qui était clairement en dessous de Novak Djokovic. C'est clair qu'il y avait rien à faire face à Novak aujourd'hui. Il était plus fort, c'est le maître pour la 6e fois. Voilà, il égale le record de Federer, lui qui a la chasse de tous les records. Il le dit, il est là pour battre tous les records, en avoir le plus possible. Et là, il est pas rassasié, parce que 6, ça veut dire qu'il est égalité avec Federer, ça lui va pas du tout. Il en faut plus que Federer, il faut plus de grands chelems que Nadal. Pour Novak, pour l'ogre du tennis, lui qui a déjà tant de records, il les veut tous. Franchement, il a été impressionnant cette fin de saison en indoor. Alors oui, il y a cette défaite face à Holger Rune qui était en fusion complète, mais là au tournoi des maîtres, il a été énorme. Il a jamais été mis en difficulté dans les matchs. Enfin si, il a été mis en difficulté quand même sur les matchs face à Fritz notamment, face à Medvedev, mais c'était limite un match sans enjeu. Il a juste fait apparaître quelques limites physiques qui seront quand même importantes à observer dans le début de la saison 2023 sur les matchs en 5-7, voir si Novak présente des limites physiques ou pas, parce que c'est aussi un marqueur, un indicateur. On le sait, on a vu que Nadal a présenté des limites physiques claires et nettes, notamment quand il était revenu à Paris-Bercy, mais je pense qu'au vu des matchs, c'était un problème de rythme. Là, Novak, face à Medvedev, il a aussi montré qu'à certains moments, c'était compliqué. Il faut pas oublier que ces mecs-là, ils ont quand même 35 ans et quelques matchs sur le circuit. Donc voilà, les organismes commencent à être un petit peu usés. Là, c'est vrai que face à Ruud, il a été impressionnant. Puis quand il a ce niveau de tennis, il est juste stratosphérique, quoi. Je crois que c'était Fritz hier en interview qui disait que sur le terrain, quand Djokovic a joué cette saison, c'était le meilleur. Alors on peut opposer des trucs, mais c'est clair qu'il était parmi les 3 meilleurs joueurs sur le terrain quand il était en capacité de jouer, qu'on le laissait jouer, Novak Djokovic, avec Nadal et Alcaraz. Voilà, il a fait une saison qui, au final, le bilan, il est bon. Il y a du Masters 1000, il y a un grand chelem, il y a le Masters... C'est une saison de mutant, et il lui manque 4 Masters 1000 et 2 Grands Chelems qu'il n'a pas pu jouer cette saison, donc clairement Novak est là. Alors l'année prochaine ça sera différent aussi, parce que ce sera une saison complète, les organismes seront éprouvés de façon différente. J'espère que logiquement il va jouer en Australie, qu'il n'y aura pas de rebond épidémique ou je ne sais quoi, et qu'il sera en capacité d'aller jouer le Grand Chelem australien qui lui tient tant à cœur. Il y aura des enjeux, de toute façon là. Maintenant, avec Djokovic, Nadal et tout, il y a des enjeux pour l'histoire dans tous les sens. Là, il a évidemment égalé le record de Federer, mais il a battu un nouveau record. C'est le plus vieux joueur de l'histoire à s'imposer au Masters. Voilà. Alors, c'est anecdotique comme record, franchement, ça n'a strictement aucun intérêt, mais c'est... Voilà, pour montrer la grandeur encore de Novak Djokovic et des exploits qu'il réalise à chaque fois qu'il rentre sur un terrain de tennis. C'est absolument phénoménal ce dont le Serbe est capable.
Voilà, j'espère que l'année prochaine, on aura tout le monde en forme en même temps. Un Medvedev de retour au top, un Alcaraz au top physiquement, un Tsitsipas qui aura réglé des problèmes de revers, un Zverev qui, on l'oublie, mais Zverev, quand il est là, c'est quand même une arme absolument destructrice. Qu'est-ce qu'un Holger Rune va être capable de produire? Est-ce que Andrei Rublev aura du plomb dans la tête? Est-ce que Félix Auger-Aliassime va passer ce cap et battre des gros mecs en grand chelem? Voilà, et on va avoir tout un tas de questions, mais c'est vrai que la concurrence va être là, il va y avoir une densité absolument folle, et ça va arriver très très vite en Australie, parce que là on est le 20 novembre, il va y avoir les premiers tournois de reprise fin décembre et tout, ça va être hyper excitant. À combien de grands chelems termineront-ils, Nadal et Djokovic, la saison prochaine? Enfin bref, ça sera autant de questions qu'on pourra essayer d'aborder lors du podcast de débrief de cette saison. C'est vrai que j'ai passé plus de temps à parler d'autre chose que du match Ruud-Djokovic, mais c'est vrai que voilà, Djoko était au-dessus et voilà, j'avais pas envie d'épiloguer 1000 ans sur ce match, mais plutôt de parler un petit peu de tennis, parce que c'est toujours un petit peu agréable. J'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas à partager et à vous abonner, et on se retrouve très très vite. Ciao, à plus.